Chers tous, chères toutes, bienvenue encore une fois à cette nouvelle semaine, quatrième depuis la reprise. Nous avons cette fois-ci un invité que je ne connais pas encore, du moins pas personnellement, nous ne nous sommes pas encore rencontrés, mais je suis sûr que son nom est déjà familier dans beaucoup d'esprits et que certainement que dans certaines bibliothèques, ces éditions limitées sont encore disponibles et qu'on peut les voir rôder chez les plus passionnés d'entre vous. Je n'en ai malheureusement pas ici, mais je saurai remédier à ce problème très bientôt. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements chez vous et en silence chez nous pour Antoine Salambier. Comment ça va, Antoine? Bonjour, bah écoute, ça va très bien après une telle introduction, forcément, qui fait plaisir en tout cas, et bien content d'être avec toi pour partager un petit moment sur la magie. Eh ben, Voilà. alors écoute, je suis très heureux de t'avoir sur ce format et à plusieurs raisons et pour plusieurs choses. La première, c'est que l'ambiance qu'il y a à l'intérieur de ta magie, et c'est d'ailleurs par là qu'on va commencer, m'intéresse énormément. C'est le genre de choses qui me touchent, et on a pu le voir sur la conversation qu'on vient d'avoir juste avant de commencer à enregistrer cette interview. Euh, c'est ce truc de magie bizarre, d'ésotérisme, tout ça, qui me pousse à te demander quelles sont tes inspirations principales aujourd'hui pour créer, pour voilà. Et d'ailleurs, avant de tout ça, parce que je fais pas les choses dans l'ordre, est-ce que tu peux te présenter? Parce que j'embrayais, mais est-ce que tu peux te présenter très brièvement, comme ça on peut embrayer? Oui, c'est vrai je me suis un peu présenté juste avant l'interview, donc c'est pour ça que tu n'es pas Ouais, dans le ça. flux, comme on dit. Mais oui, alors je m'appelle Antoine Salambier, effectivement, je suis magicien depuis maintenant, en tout cas professionnellement, pratiquement 30 ans. Et je suis tombé dedans comme tout le monde quand j'étais petit, mais vraiment petit. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables au cours de mon parcours qui font que je suis devenu illusionniste dans mon métier, mais que je suis avant tout un passionné magicien. Voilà, je fais vraiment la différence entre les deux parce que, effectivement, je mets plutôt le mot magie pour tout ce qui va toucher la magie en général, et dont la partie que tu viens de signaler, c'est-à-dire la partie un peu ésotérique, un peu magique, qui m'a toujours fasciné. Quand j'étais gamin, je faisais de l'astrologie, je faisais de la tarologie, bien avant même vraiment de faire un lien entre l'illusionnisme et je vais dire la magie. Et donc, forcément, ça m'a amené tout simplement à aller vers l'illusionnisme, c'est-à-dire vers le mystère, puisque en fait, j'étais intéressé par le mystère. Et je suis tombé dans l'illusionnisme assez tôt parce que je faisais partie d'une chorale semi-professionnelle étant gamin et qui me faisait voyager un peu partout, au Canada, en Pologne, en Allemagne de l'Est, à l'époque encore même. Et là, je suis tombé sur un magicien qui m'a initié à mes premiers tours. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir une professeure d'histoire géo qui s'appelait Elisabeth, qui était la femme de Dan Taylor, qu'on connaît maintenant, anciennement vendeur de chez Climax. Et donc ça, c'était en sixième. Et puis en même temps, j'ai fait la découverte d'une maison qui s'appelait Mephisto Heus, qui était la plus grosse boutique de magie en Europe à l'époque. Mais ça remonte à trop loin peut-être pour toi, Ça qui remonte était à à trop loin pour moi. Courtrai. Et donc, c'est là où j'ai rencontré mon premier professeur, qui était Christopher, alias Freddy Chambre. Et j'ai donc été entouré tout de suite par des très bons illusionnistes, et notamment même il y avait Richard Ross à l'époque, il y avait Tommy Wonder, il y avait tous ces gens-là en fait. Et je suis tombé là, et je suis tombé chez ce marchand de trucs qui s'appelait Mephisto House et qui m'a permis de faire les congrès avec eux, et donc d'avoir accès à une bibliothèque énorme, d'avoir accès à tous les effets, d'avoir accès à une forme de magie aussi, de par cette boutique qui était emblématique. C'est là où je suis arrivé dans l'illusionnisme. Mais Hmm. comme je dis, à côté, forcément, je continuais mon petit voyage, mon petit bonhomme de chemin sur la magie et sur l'ésotérisme qui m'a toujours plu, sur les fairies, sur enfin, tout ce qu'on connaît, tout ce qui est magique. La littérature fantastique, bien sûr, qui m'a nourri longtemps, entre King, Masterton, enfin, tous les plus grands écrivains aussi, les classiques, genre Poe, enfin, vraiment, Tout tout ce qui ça. était vraiment fantastique et ésotérique aussi, puisque ça. Et donc, à un moment donné, il y a une conjonction des deux, c'est-à-dire qu'entre l'illusionnisme, où j'ai vraiment appris les bases de l'illusionnisme tel qu'il fallait, et j'ai rencontré un de mes maîtres à penser, qui était Shellman. Je parle de ça, j'avais 17 ou 18 ans, et j'ai eu la chance de faire un parcours avec lui, donc là, vers la magie bizarre, Hmm. ce qu'on appelait la magie bizarre aujourd'hui. Donc ça remonte à il y a 32 ans déjà. Voilà. Et j'ai passé 4 ans avec lui, parce que j'ai pris des cours avec lui un peu particuliers.
mais qui font que effectivement, je me suis retrouvé là-bas avec au milieu de sa famille, où j'allais toutes les semaines et pratiquement tous les week-ends. Et j'ai rencontré des personnages comme Max Maven très régulièrement qui venaient travailler sur Bruxelles parce que Christian était très fan et puis un pote aussi à Max. Et puis j'ai rencontré beaucoup de gens de par là aussi, Carlos Vaquera, etc. On se retrouvait tous là-bas, même Daniel Rod qui venait faire des fois des virées par là. Et donc, pendant 4 ans, vraiment, j'ai vécu là. J'amenais même sa fille à la crèche. Je mangeais avec eux, je dormais là. Et sur des cours tout à fait particuliers, passionnants, et que je raconte dans Fantastique, justement, parler de l'ouvrage, un des premiers ouvrages vraiment massifs que j'ai, qui raconte les 4 ans en fait, que j'ai vécu avec Christian. Donc voilà, donc un mélange voilà, d'ésotérisme, un mélange d'illusionnisme Mmh. qui tendait vers effectivement ce qu'on appelait la magie bizarre, ce que j'appelle moi aujourd'hui l'illusionnisme fantastique, qui pour moi a une connotation beaucoup plus large Mmh. et beaucoup plus variée, qui va plutôt vers le storytelling, etc. Et je garde vraiment la magie bizarre à ses premiers pas, c'est-à-dire les Eugène Burger, etc. C'est-à-dire une magie beaucoup plus sulfureuse, finalement, de par Ouais. le mot bizarre, qui fait des fois peur, Mmh. alors que l'illusionnisme fantastique, on va aussi bien dans le merveilleux que dans l'étrange, que dans le surnaturel. Donc, Mmh. c'est cet espace un peu frontière, quoi. Oui, parce que Eugène Burger a donc, ce fameux livre, hein, du théâtre spirit, Mhm. dans lequel il décrit et puis dans lequel il est question de peur aussi, dans lequel il est question de comment, susciter cette ambiance, comment la créer. Toi, tu vas le chercher ailleurs puisque tu rajoutes du merveilleux à l'intérieur et puis on peut voir cet immense tableau, d'Harry Potter, derrière toi et donc, de l'influence, de la littérature fantastique à l'intérieur de tout ça. Comment est-ce que cette littérature t'influence dans la création? Puisque toi, tu crées les tours, en fait, hein. Le tu as commercialisé des choses et tout. Est-ce que cette littérature-là t'influence et comment est-ce qu'elle t'influence? Bien sûr, parce qu'en fait, que ce soit au début de la magie bizarre ou que ce soit dans l'illusionnisme fantastique pur, le premier axe, c'est le storytelling. C'est-à-dire, il y a un effet d'illusionnisme qui doit rester très fort, qui va en fait actionner un peu comme pour l'hypnose, c'est-à-dire faire une rupture de pattern, en fait, à un moment donné, ce qui va nous plonger dans ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ça qui va faire que ce que je dis dans illusionnisme fantastique, c'est IF, c'est le if de et si c'était possible. Mmh. Cette notion de si c'était possible, si c'était réel, c'est ça c'est l'effet qui va nous faire basculer de l'autre côté. Mmh. Vraiment de l'autre côté du miroir, puisque c'est des espaces frontières. Le fantastique est un espace frontière entre l'étrange mais explicable et le merveilleux du surnaturel. Et en fait, qu'on approche en fait cette zone névralgique comment dire, de la frontière, c'est au plus on va s'en rapprocher par l'étrange, comme pourrait le faire le mentalisme, ou par le surnaturel, comme pourrait le faire la magie bizarre, eh bien, c'est là, à ce point névralgique, qu'on arrive à la forme de magie la plus évidente. Et pour moi, en tout cas, qui est l'illusionnisme fantastique. Mmh. Cette hésitation, euh, je ne sais plus quel auteur dit ça, ouais, les noms, qui dit c'est cette hésitation de se dire à un moment donné, et si c'était vrai, c'est ça, c'est ce vertige qu'on a à un moment donné qui amène en fait à la forme de magie. Mmh. Et ce vertige, en fait, de magie, c'est pour ça on peut le concevoir dans toutes les formes d'art. On peut le voir quand on regarde un tableau, on peut l'avoir quand on a une musique. Et nous, en tant que magiciens, on utilise en fait la technique de l'illusionnisme pour avoir en fait ce vecteur de bascule. En fait. Mmh. Et donc forcément, on le retrouve un peu dans tous les mouvements. Cette notion de l'autre côté, bien sûr, par Alice, qui est Ouais. pour moi un des vecteurs qui passe de l'autre côté du miroir, mais ça c'est dans le deuxième volume. Dans le premier, elle tombe dans un trou, etc. Harry Potter qui fait, on va dire, le chemin de traverse avec le passage des briques ou alors comment dire, euh, du train, ne serait-ce que tous mes ouvrages commencent toujours par un train qui arrive. Pourquoi? Parce qu'on arrive en train dans un autre univers, dans un autre passage. On peut le trouver dans Matrix. Matrix, c'est un bon exemple d'espace virtuel, mais dans lequel on franchit vers un espace magique. Et même le numéro 2 commence dans le métro, où il est bloqué dans un métro.
Et c'est très intéressant, tous ces tips-là qu'on peut avoir. Narnia, c'est une armoire. Hmm. L'Indien de l'armoire, c'est pareil. Il y a toujours ce mouvement de bascule qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve dans un espace merveilleux, quoi. Et c'est juste une approche, effectivement, fantastique. Dans tout ce que tu dis, en fait, sur le passage dans le merveilleux, il y Mhm. a, en fait, dans le mot passage, c'est génial parce que il y a un rite de passage. Il y a quelque chose qui se fait pour accéder à cet endroit-là. Ah, Et complètement. c'est certainement ce qu'il faut faire avec le spectateur pour lui permettre d'accéder à l'émotion magique. Complètement. Et nous, on le fait par les faits. Mais en parlant de faits, tiens, justement, on le retrouve très bien dans les contes de fées. Un conte de fées, déjà, c'est très ésotérique par la démarche. On commence, par exemple, ça commence toujours par les mêmes choses. Il était une fois dans un pays lointain. Il était une fois parce qu'on bloque le temps. Donc, on bloque le temps, c'est-à-dire, il était une fois, mais on ne sait pas quand. Et dans un pays lointain, on bloque l'espace. Et donc, là, tout peut se passer. Je veux dire, une sorcière qui fait un cercle par terre, c'est pareil. Ce qui va se passer dans l'enceinte de ce cercle-là, ça, c'est ce qui nous aide à faire justement cette suspension d'incrédulité. C'est-à-dire que là, tout ce qui va se passer va rester entre nous et tout est possible dans ces espaces-là. Quand on tape au théâtre, c'est pareil, on marque le temps et l'espace. Et après, si on va même plus loin, on peut se poser des questions. Pourquoi Peter Pan cherche son ombre? Pourquoi le petit Michel il met sa montre sous l'oreiller? Parce qu'on bloque le temps, on bloque l'espace de la même façon. Quand Peter Pan cherche son ombre, à recoller son ombre, c'est qu'il cherche à être à midi. Pourquoi à midi, etc. Il y a toute cette valeur, toutes ces valeurs ésotériques qui font que, en fait, on passe de l'autre côté. Comme Alice, par exemple, aussi, qui a la même démarche. Voilà. Le- Et dans le- les espaces de rêve aussi, parce qu'elle rêve, finalement, on sent qu'elle se réveille, etc. Mais pourquoi elle va à quatre pattes? Pourquoi elle va tomber dans un trou? Pourquoi elle rentre à l'intérieur d'elle-même, etc. Tout ça, effectivement, ça a des valeurs ésotériques magiques et qui sont très intéressantes. Il était une fois, pareil, en fait, c'est un code qui marche Complètement. pour le conte de fées. Et d'ailleurs, quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans les recherches et les lectures, les contes géorgiens, une grosse partie des Mhm. contes géorgiens ne commencent pas par Il était une fois. Ils commencent par Il était et il n'était pas. Oui, c'est pareil, Et je trouve en fait, ça, dans la démarche. je trouve, ouais, c'est exactement la même chose dans la démarche, mais je trouve la subtilité merveilleuse de Il était et il n'était pas. Oui, puis c'est la subtilité rhétorique qui est intéressante aussi à travers ça, comme le lapin blanc qui est toujours en retard. Donc s'il est en retard, c'est qu'il n'est pas dans le temps, c'est qu'il est hors du temps. Hmm. C'est pour ça qu'il est vecteur, en fait. C'est-à-dire il est toujours à fuir quelque chose, ou on est entre deux dans un temps qui est... Là, on parle de magie vraiment et d'ésotérisme, mais Ouais, ouais, ouais. d'illusionnisme. Mais en fait, on le retrouve dans la démarche bizarriste, en fait. C'est ça qui est intéressante. Hmm. Qui est intéressant dans cette démarche. Voilà. Mais, donc Le, voilà, mais c'est passionnant. Et puis oui. surtout, on arrive à faire des ponts et on arrive à faire des liens, justement, hein. Et l'illusionnisme, qui est quand même la source fondamentale de ce qu'on fait, eh bien, vient appuyer ça et vient permettre ce passage de l'autre côté. Hmm. Le, qu'est-ce que je voulais dire? Le conte de fées a donc ce storytelling dont tu parlais dans ta façon de travailler avec l'illusionnisme fantastique. Euh, Est-ce que toi, tu as fait du théâtre ou des choses comme ça? Est-ce que c'est des choses qui t'ont inspiré? Quelles sont les autres influences que tu as autour de la magie? En fait, je veux dire, tout ça, c'est des outils qui viennent, qui contribuent en tout cas au spectacle. Oui. On peut parler du théâtre, alors, et bien sûr, le travail du personnage, le travail de l'écriture aussi, rien que le travail de l'écriture est important. Puis le storytelling, par exemple, on parle du storytelling, mais il répond à des règles aussi qui sont essentielles, qui n'ont pas été en fait trop encore, je vais dire, mis, enfin si, au niveau des scénaristes, etc., du travail du cinéma ou Oui. du théâtre, mais pas trop sur les illusionnistes bizarristes. C'est-à-dire qu'on a comment dire, des pistes par Jane Burger, par Christian Schellman, par d'autres, par McBride, voilà, qui ont un peu leur style à eux, etc. Mais en fait, c'est ce que j'ai découvert et que je vais mettre dans mon futur bouquin, notamment parce que j'avais travaillé les capsules temporelles qui étaient en fait
des capsules à travers l'histoire, c'est-à-dire on prenait l'histoire avec un grand H comme background. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'écriture bizarriste ou de l'illusionnisme fantastique répond vraiment à des règles. Et ça, dans les temps à venir, c'est vraiment quelque chose qui va me porter à cœur de refaire une théorie là-dessus pour se dire, bah voilà, comment ça fonctionne, etc. Comment pas tomber dans certains pièges qui se veulent avec trop d'informations, Ouais. etc. La façon dont on va travailler la vacuité dans le texte, parce qu'il faut laisser en fait une soupape de respiration au lecteur pour y mettre son propre imaginaire, c'est-à-dire ne pas manger l'imaginaire de l'autre, etc. Mmh. Et toutes ces choses-là, pour l'instant, n'ont pas encore été vraiment écrites ou étayées. Et je me rends compte au fur et à mesure de mon travail qu'en fait, oui, il y a des règles et que ce soit être bizarriste comme Christian Schellman avec ses propres règles ou que ce soit comme les miennes, parce qu'on n'a pas la même idée, en tout cas, de l'illusionnisme fantastique. Mmh. Mais il y a certaines règles de base qui sont les mêmes et qui seront intéressantes à théoriser. Bah, parce que aussi, je pense qu'il y a cette chose qui est difficile quand on crée de la magie bizarre, c'est qu'elle est déjà chargée d'images en son sein, de par les objets qu'on utilise, de par tout l'imaginaire qui est convoqué et donc la surcharge, et d'imagination et d'infos pour le spectateur est très vite arrivée et certainement plus vite arrivée que sur de la magie, dite, classique. Complètement. Et en fait, la grosse difficulté de la magie bizarre, c'est justement de savoir équilibrer entre, je vais dire, l'effet d'illusionnisme par lui-même et le storytelling, c'est-à-dire l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire ne doit pas manger l'effet et l'effet ne doit pas manger l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre à trouver. Moi, je trouve ça, par exemple, remarquable dans les livres de Fantomas, Bizarre Mania ou Mental Mania, où en fait, on a des petits concentrés d'histoire et qui sont largement suffisants pour porter un effet très fort. Christian, lui, il est parti plus dans comment dire, dans une histoire très étayée avec beaucoup d'informations Mmh. et qui laisse peut-être un peu moins de place maintenant à l'illusionnisme qu'au début quand il se cherchait par rapport à son illusionnisme, enfin par rapport à la magie bizarre. Et aujourd'hui, il tombe encore dans un autre niveau qui est de dire maintenant, oui, j'en viens plutôt à du musée contemporain, etc. Donc, on quitte même le type de l'écriture pour avoir la force qui va en fait s'axer sur l'objet par lui-même, chose Mmh. que moi, je travaille beaucoup moins, mais où lui, pour lui, l'objet chargé qui est intéressant, pour lui, la magie émane pratiquement que de l'objet et donc peut s'inscrire dans une sorte de musée, etc. Voilà, c'est pour dire qu'en fait, il existe énormément de types de magie bizarre. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de rester illusionniste. Donc, c'est pour ça que je travaille énormément techniquement sur des effets forts, parce que c'est comme une rupture de pattern, il faut qu'elle soit nette et directe pour que, en fait, le basculement se fasse vraiment fort. Ça n'a pas qu'une une valeur d'illustration, il faut que l'effet soit là et puissant pour justement passer de l'autre côté plus facilement. Mmh. Et quand tu crées ces numéros, quand tu crées ces trucs-là, puisqu'avant tu disais qu'il ne faut pas que, l'effet mange, Mm. l'histoire ou le storytelling et qu'il ne faut pas non plus que l'histoire mange l'effet. Donc ça pose une question sur le process de création. Comment est-ce que, tu crées? Est-ce que tu te dis d'abord: «OK, bah, je vais comprendre le thème de quoi je veux parler, je vais laisser des images venir». Est-ce que tu as d'abord une idée d'effet, tu vois? Comment est-ce que tu mets en symbiose le tout? Moi, en fait, on a des périodes de recherche. Moi, par exemple, là, je suis dans une période où j'adore, je vais chercher techniquement ce qui est intéressant ou sur lequel je suis passé à côté. Donc, je suis dans des périodes très techniques. Des fois, je suis dans des périodes d'histoire. Puis des fois, par exemple, le thème s'impose par lui-même. Je pense aux capsules. Par exemple, une des capsules, c'était sur les Romanov. Première chose qu'on va faire, on va lire ce que tout le monde lit, c'est-à-dire voilà le tsar, sa famille, etc., la villa Patia, etc., où ils se sont fait assassiner. Mais ça, c'est une valeur très historique. Et il y en a qui vont très loin dans cette démarche. Par exemple, le Christian va très extrêmement loin dans cette démarche. Moi, j'aime bien un titre informatique, mais après, j'aime bien revenir à une forme beaucoup plus concentrée, de me dire, mais tiens, qu'est-ce que je vais en faire? Alors, je peux rester sur une démarche très informative, c'est-à-dire dire, bah voilà, ils sont arrivés à la villa, machin, ils ont été là, on les a mis dans la cave et on les a bousillés. Très bien, ça peut être une approche.
Mais ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir une approche du spectateur. C'est-à-dire, il faut pouvoir faire en sorte que le spectateur s'identifie au caractère. Et ça devient intéressant. Par Mmh. exemple, dans ma routine, c'est Pierre Guilin, qui est en fait le précepteur français en fait des enfants Romanov, qui en fait tous les ans à la date de décès des Romanov, en fait culpabilise de ne pas être resté avec eux. Il aurait dû mourir avec eux, hein. Il n'a pas quitté le train parce que les Russes n'ont pas voulu et il a pu rentrer à Lausanne. Mais ce sentiment, par exemple, de culpabilité m'intéressait. Puis j'en ai fait une routine où en fait le gars se retrouve juste dans son bureau avec quelques cartes funéraires et il se passe quelque chose. Et je trouve que c'est ça vraiment la magie bizarre. C'est-à-dire, c'est de savoir extraire à un moment donné de l'histoire quelque chose qui va faire résonance avec le public, en fait. Et c'est là toute la complexité. Parce que si on reste dans quelque chose de très encyclopédique ou universitaire, ben, en fait, il n'y a pas d'identification au personnage. Et encore une fois, ça, pour moi, c'est une règle que je me suis instaurée à moi-même et que je pense qui est efficace et qui doit être moteur, motrice, en tout cas, dans la magie bizarre. Depuis Donc, il y a avant une phase de montée dans l'histoire, dans la compréhension, et après une phase où on va étayer tout ça et on va en faire une sorte de petit bijou intéressant. En fait. Voilà. depuis avant et j'ai l'impression qu'il va revenir beaucoup dans la conversation, on parle de Christian Schellmann. Mhm. Est-ce qu'on peut juste faire, une toute brève parenthèse sur qui est Christian Schellmann? Très rapide, comme ça tout le monde est bien sur le même plan. Alors, Christian, c'est un magicien, un très bon illusionniste à la base, il faut le dire aussi, qui a commencé par l'illusionnisme classique. Et en se baladant aux États-Unis, il a trouvé des petits fétiches indiens et il s'est dit si je pourrais faire quelque chose avec ça. Et depuis ce jour-là, il a basculé de l'autre côté et il a mis en pratique effectivement ce qu'on appelle la magie bizarre, qui était une magie qui était très littéraire finalement à l'époque, parce qu'on ne le pratiquait pas, on donnait plutôt des idées, etc. Euh, même si sur le papier elles existaient, mais lui en a fait quelque chose de concret. Mmh. Et donc, il a écrit Capricornian Tales, le premier, qui pour moi est un petit bijou parce que justement, on a ce bon équilibre entre la magie et les faits. Alors, on est moins poussé au niveau historique avec un grand H, mais on est, mais j'aime beaucoup cet équilibre-là. Et puis après, il a fait Fabula Hermetica, enfin, il a fait Légende urbaine. Alors moi, je suis vraiment arrivé à Légende urbaine, donc Légende urbaine, je le connais par cœur. Et puis j'ai surtout vu son cheminement de création, puisque j'étais là au même moment. Après Fabula Hermetica, c'est là où moi je suis un peu parti. Et après, il y a eu d'autres. Il y en a entre deux sorties des Génisses, je ne sais plus le titre exact. Mais voilà, mais c'est un cheminement qui a fait. Et à ce niveau-là, c'est quand même pour moi la référence principale en termes de... Alors aujourd'hui, il ne va plus dire magie bizarre parce qu'il laisse ça, entre guillemets, à quelque chose de plus mercantile selon lui, mais on parle de sémantique là, et de rhétorique, mais il parle d'illusionnisme fantastique. Maintenant, il arrive vraiment à un point au niveau de ses recherches. Et moi, j'ai eu la chance, en fait, de tomber dessus par hasard, trois, quatre fois. Alors, bon, je ne vais pas raconter mes pérégrinations au démarrage avec lui. Ils sont certes intéressants, mais ce qui est intéressant, je vais raconter juste une anecdote, c'est que la première fois que j'étais chez lui, en fait, il m'a dit, et c'était la question essentielle qu'on doit tous se poser, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis de la magie. Il dit, ouais, mais tu veux faire quoi? Tu veux faire apparaître une bonne femme? Tu veux faire apparaître, tu veux faire quoi? Un éléphant? Et il me dit, c'est quoi la magie pour toi? Et là, c'est la question que j'invite tout le monde à se poser. C'est quoi la magie pour toi? Et moi, comme une pirouette, je lui ai dit, ben, c'est quoi la magie pour vous? Comme ça, je me dédouanais un peu d'une question, effectivement, un peu embarrassante. Et il m'a dit, écoute, je vais t'offrir ton premier livre de magie. Et donc, on a pris la voiture. Je pensais aller chez Raimoni, un marchand de trucs de Bruxelles. Et on est arrivé dans la première librairie. Il est parti au fond, il connaissait bien le vendeur. Il va dans l'arrière-boutique, il revient avec un sac. Il dit, oh, OK, on reprend la voiture. On se retrouve dans son salon et dit, tiens, je vais t'offrir ton premier livre de magie. Je déballe et c'était Alice au pays des merveilles. Et il m'a dit, fin du premier cours, tu peux rentrer chez toi. Authentique, authentique. Et là, ça a été ma première claque et voilà. Puis après, ça a été
4 ans comme ça de maïeutique ou d'herméneutique, en tout cas, pour m'amener à penser et à concevoir finalement la magie que j'ai toujours recherchée, finalement. Donc, c'était Mmh. le point de jonction. Quand on dit quand l'élève est prêt, le maître se présente, c'était un peu ça, vraiment. Et il y a toujours eu cette façon de faire un peu atypique, en tout cas, pour faire comprendre les choses. Et techniquement, il nous donnait carrément à l'époque une vidéo où il fallait savoir tout faire ce qu'il y avait dedans, les arrows, les push-throughs, donc tout ce qui était technique. Et s'il fallait revenir dessus, il me disait, voilà, tu as des questions ou pas. Mais ça n'a jamais été le fond, en tout cas, de son enseignement, qui était plutôt de dire, voilà, finalement, c'est quoi la magie, finalement, et comment tu peux et comment tu vas pouvoir en fait la développer par la suite en fait. Mmh. Et ça, je lui en suis très reconnaissant. Je pense que j'invite tout le monde à faire cette démarche-là et qu'on peut faire à travers les livres. Que moi, j'ai eu la chance aussi de faire avec lui et je regrette pas du tout, loin de là. Parce que j'ai passé des journées, j'ai passé des week-ends, j'étais comme chez moi. Mmh. C'était une vraie chance. Et puis j'avais sa bibliothèque à portée de main, donc c'était Ouais, bien aussi. Voilà. c'est pas déconnant, la bibliothèque de Shellman à dispo, c'est pas mal. Ouais. Enfin, aucun livre pouvait sortir de chez lui. Il a bien raison. Moi, j'ai perdu la moitié de ma bibliothèque comme ça, Ah ouais, à moi pousser à droite, à gauche. Mais, je mais tombe lui, non, dessus. c'était vous pouvez regarder tout ce que vous voulez, mais et donc c'était une époque un peu bénie, vraiment, où j'ai découvert vraiment ce qu'était le fantastique. J'ai découvert et puis rencontrer des gens extraordinaires aussi à travers ça, et pas que justement des illusionnistes, aussi Mmh. vraiment des magiciens, des chamans urbains, des sorcières. On parlait de sorcières tout à l'heure. Moi, c'est une sorcière qui m'a expliqué ce qu'était le fantastique. Et voilà, et ça m'a marqué. Donc, toute cette influence-là, aussi un peu, comme tu dis, ésotérique et magique, moi, que je lis avec un grand M, enfin, pour moi, c'est la forme de magie. Et donc toutes les formes d'art. Là, moi, je suis très Alan Moore dans la démarche, qui dit que la magie et l'art, au départ, c'était la même chose. L'art est magie et la magie est art. Et je le pense sérieusement. Je pense que c'est juste à amener un décrochage à un moment donné qui fait que ça va changer notre perception du monde et notre perception de la réalité. Et donc, ça en devient un acte magique. Mmh. Il y a pas de gratuité, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas de gratuité dans la parce que c'est ce que pousse le marché actuel de la magie, tu vois? Ça sort, ça Mhm. sort, ça sort, ça sort, ça sort des tours, ça sort des effets qui sont, Mhm. complètement décontextualisés, de toutes sortes, qui sont le plus souvent reproduits en étant décontextualisés ou alors dans le contexte de l'explication qui est fournie avec, avec le truc. Mhm. Mais j'ai le sentiment que dans toi, ce que tu fais, il y a pas de gratuité d'effet. Il y a pas de, un effet pour un effet. Ah non, 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 non. Un effet pour un effet, ou même une technique pour une technique, ça sert à rien. Moi, je me souviens d'une première fois où j'avais vu Shellman, je lui dis bah oui, parce qu'au départ, bon, il jouait un peu les réticents et ça faisait aussi partie de l'enseignement. Je lui disais oui, j'avais eu des prix en cartomagie, etc. Je dis techniquement, je me démerde, etc. Il dit ah, fais-moi un MST, puis je fais un MST, puis il me dit non, c'est pas ça. Alors, je refais un MC sur 2 mois. Ouais, il me dit non, c'est pas ça. Il dit une technique pour une technique qui est pas même dans un contexte ou qui est même pas, qui porte pas à quelque chose, alors elle sert à rien et elle n'existe pas et elle est pas bonne. Donc, c'était déjà une petite anecdote qui était de dire effectivement l'effet sans histoire ou la technique pour la technique, à part valeur de curiosité, comme je disais tout à l'heure, où en fait, finalement, à force de lecture, on arrive à nous-mêmes extraire et de se dire, voilà, la technique, ça c'est intéressant parce que c'est novateur, c'est nouveau, etc. Mais après, effectivement, faut la mettre en magie. Mmh. C'est-à-dire lui trouver une histoire, lui trouver un background, lui trouver une efficacité, une force, etc. Mmh. Après, l'aspect technique est quand même intéressant. Là, j'ai fini mon prochain livre, là, ESP System, où en fait, je parle justement de ESP System, dans le sens où on reprend les systèmes des cartes ESP, mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire?
C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc je parle sur les valeurs classiques, le cyclique, les bases fondamentales, je veux dire, mais à un moment donné, on part dans d'autres, voilà, dans les vraies histoires. Et on arrive à la guerre froide et on arrive à Boleskine, au manoir de Jimmy Page. Et à un moment donné, on est sur un joueur à Las Vegas, mais on parle toujours techniquement de cartes ESP. Mais Mmh. ce qui est intéressant, c'est de se dire, sortir, je sors du contexte technique qui déjà devrait être au moins en situation. C'est-à-dire que on dit toujours, oui, vous parlez du docteur Hein. Qui connaît le docteur Hein? Qui connaît le docteur Hein? Moi, je voyais un dernier bouquin que j'ai lu, il dit, oui, oui, vous relisez le truc de docteur Hein à l'université de Duke en Californie. Mais déjà, c'est pas en Californie, c'est en Caroline du Nord, donc c'est de l'autre côté. Mais allons gratter le docteur Hein. Voyons ses étudiants, voyons tout ça. Et là, déjà, on va pouvoir contextualiser, c'est-à-dire faire de l'illustration, c'est-à-dire mettre au moins les faits dans une petite histoire, une Mmh. toute petite histoire. Et on va pouvoir y découvrir des personnages, comme je le fais dans l'ESP, où en fait, bah oui, j'ai été voir Linzmeyer, machin, enfin, tous ces étudiants, les effets, pourquoi on parle des radiozéniths, c'est intéressant. Mais c'est intéressant d'avoir le contexte historique. Et là, d'un seul coup, hop, tout se met en place. Et après, quand on a ça, on peut encore aller plus loin en se disant, bah tiens, si je reprends ces techniques-là un peu, eh bien, où est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux créer comme histoire? Là, dans les cahiers du mentalisme qui vont arriver là bientôt, c'est une histoire sur la guerre froide, où je contextualise dans l'histoire, où on est à Berlin-Est, Berlin-Ouest, où là, carrément, c'est le pont aux espions, le pont de Gliniqueux qui m'a inspiré. Et ça devient une routine avec des cartes ESP, pourtant. Mmh. Tu vois? Et donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le commerce de la magie, ben, on a une surconsommation, une surprésentation. Voilà, on prend un truc, on le met à toutes les sauces possibles et imaginables. Pour moi, le bon magicien, c'est celui qui va prendre du recul par rapport à ça en se disant, bah oui, mais ça, finalement, c'est la même chose que j'appelle moi en conférence les vintage. C'est-à-dire, c'est des techniques très efficaces que chacun doit avoir dans sa boîte à outils et qu'il va pouvoir utiliser pour créer de la magie, pour créer de la magie. C'est-à-dire, on n'y est pas encore à la magie. On est dans l'illusionnisme et on va franchir, on va passer de l'autre côté pour arriver à une forme de magie. Et là, ça devient intéressant et on peut se nourrir, comme tu disais, du théâtre, du storytelling, de l'écriture, de tout ce qu'on veut, des objets, comme le fait Christian. Et pour moi, c'est là où on arrive. Dès là où on arrive à cette frontière-là, on est pour moi dans l'illusionnisme fantastique. Mmh. Parce que tu vois, j'ai l'impression que ce circuit de commerce pousse les gens à atteindre, heu, un choc auprès de leurs spectateurs et Mhm, vachement moins une émotion magique au sens, tout au plus sacré de ce qu'elle peut être et qui peut être nous, on a utilisé la branche de l'illusion pour atteindre l'émotion magique, mais on mhm. en parlait avant. Il y a 1000 manières de le faire, d'atteindre cette émotion-là et surtout je crois que l'illusion n'est même pas le moyen le plus rapide pour atteindre l'émotion magique. Moi, il y a des fois où quand j'écoute un morceau de musique, ça vient, de manière instantanée et beaucoup plus rapidement, qu'avec, Complètement, surtout la musique. Et là, mmh, on arrive à une forme de magie. C'est pour ça que je disais que la magie et l'art, en fait, sont intimement liés parce qu'un morceau de musique peut certainement être plus magique que des fois un effet d'illusionnisme. mmh, Après, la valeur de l'illusionnisme a sa propre valeur intrinsèque. Et tu le sais bien comme moi, quand tu travailles en événementiel, tu n'as pas le temps de pouvoir créer une émotion de magie. Donc, en fait, et on va directement, comme tu dis, au choc, c'est-à-dire, moi, ce que j'appelle carrément, c'est une rupture de pattern à un moment mmh, donné. Mais c'est pas moins vrai pour l'hypnose, où finalement, le moment le plus intéressant de l'hypnose, c'est quand tu mets quelqu'un qui s'endort et qui tombe par terre. mmh, Là, on a un vrai choc. L'illusionnisme agit de la même façon. Alors, des fois, on peut en rester là, et c'est pour ça que je fais toujours la différence entre l'illusionnisme et la magie, parce qu'après, bah, si on a un peu le temps, ou si souvent même quand on peut faire des tours d'illusionnisme, et puis d'un seul coup dire, tiens, là, je vais vous proposer quelque chose un peu différent. Et là, quand on va commencer à s'inscrire dans le mentalisme ou des choses comme ça, là, on peut revenir en fait à une version, comment dire, au M de magie, mais au M surtout de mystère. C'est-à-dire que la magie, forcément, à un moment donné, appel au mystère. Et ça, on l'oublie assez facilement. Parce qu'on prend l'illusionnisme comme valeur de divertissement, mmh, alors qu'à un moment donné, c'est intéressant de pouvoir avoir une valeur de mystère mmh, au-delà de l'étonnement.
Et là, on va construire autre chose. Et pour moi, l'illusionnisme fantastique a cette force-là, c'est d'aller interpeller les gens directement. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui fait pour moi toute la différence. Après, tu me parlais du commerce tout à l'heure. C'est sûr qu'en fait, on arrive, et les magiciens les premiers, à saturation. Pourquoi? Parce que quelque part, finalement, quand on analyse comment dire, nos recherches, c'est que quand on va vers l'illusionnisme, c'est qu'on cherche une forme de magie, Oui. qu'intrinsèquement, on la cherche. Mais au plus on va aller chez les marchands, plus on va être gavé, au plus on va, c'est un peu comme la drogue, quoi. La première, enfin, je ne suis pas drogué, mais on dit le premier shoot, on recherche tout le temps, toujours son premier shoot. Mais oui, parce qu'en fait, au plus on va avancer, au plus on va consommer, au moins, en fait, ça va avoir d'effets sur nous. Et en fait, on perd finalement cette notion de magie. C'est-à-dire que dès lors, on n'arrive plus à s'émerveiller comme la première fois. Moi, des fois, quand je me perds un peu, comme dans mon numéro de télépathie, ou des fois, on ne sait plus trop comment les gens voient ça, etc., Mmh. j'essaie de me remémorer, moi, mes premières émotions, mes premières sensations quand je suis rentré dans une boutique de magie. Avec ses vitrines, avec des choses qui étaient derrière, intouchables, imprenables, les entrepôts qu'il y avait derrière, etc. Où en fait, j'imaginais et je me créais mon propre imaginaire. Mmh. C'était là où j'avais une force, c'est-à-dire que forcément, ça a éveillé ma curiosité, ça a éveillé mon envie en fait de découverte. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, avec la surconsommation de produits, je vais dire lambda, parce que ça aussi, ils appellent ça des produits, donc c'est pas pour rien, c'est vraiment des produits, des Mmh. substances presque, euh, si on veut sémantiquement. C'est qu'en fait, comment dire, le magicien ne sait plus rêver. Finalement, c'est le plus handicapé à rêver. Et donc, mes livres, j'essaie toujours que ce soit fantastique, collège, arcane, Mmh. arcane système ou espèce système, c'est en fait, de réengager en fait le magicien dans cette façon créative et de rêve finalement. Et en fait, c'est ça. Il faut réémerveiller, je vais dire, le magicien, parce qu'en fait, c'est juste une perception, c'est juste un voile qui s'est fait à travers, comme tu dis, un peu des fois cette surconsommation. Mmh. En fait, on s'aperçoit qu'avec des petits effets, mais bien amenés, avec une histoire qui va porter un effet, qui va porter l'histoire et un bon agencement des choses, on arrive à des petits bijoux, à des petites. Et là, on a une satisfaction, et à la fois à travers la création, à la fois à travers la réalisation, et à la fois à travers la présentation qu'on peut avoir à travers l'échange, parce que l'échange, il est important. Ça, c'est une frontière qui est importante, la frontière de l'échange, de l'émulation. C'est-à-dire, on va rentrer en émulation avec le public à travers ça. Est-ce que, ça veut dire que pour réémerveiller les magiciens, il faut passer par les émotions? Complètement. Et les émotions, elles passent le plus facilement quand, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut s'identifier à l'émotion des autres ou qu'on peut s'identifier à une situation de la vie compliquée. Je parlais de Pierre Guillain avec son sentiment de culpabilité. Bien sûr, il culpabilise, il avait envie de sortir de ce train pour aider les demoiselles, etc. On l'a interdit, ça lui a sauvé la vie, mais quelque part, bah, en fait, c'est ce sentiment de culpabilité, c'est comment, à un moment donné, il va pouvoir le dépasser. C'est-à-dire, il a les photos des enfants Romanov, il se dit, si j'avais pu en sauver un, qui j'aurais sauvé, etc. Puis la carte disparaît, etc. Mais ça appelle un sentiment qu'on a tous vécu à un moment donné. C'est-à-dire de se dire, merde, là, j'aurais dû faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Et en fait, c'est un côté un peu salutaire. C'est ce que j'explique dans Fantastique. C'est qu'en fait, pour moi, il y a trois niveaux de fantastique. Le premier niveau de fantastique, c'est l'illusionnisme, c'est-à-dire cette rupture de pattern, cette suspension d'incrédulité. Le deuxième, c'est que c'est l'histoire qui va en fait déplacer l'interrogation. C'est-à-dire que si je parle d'un Cluedo comme un jeu de tarot et qu'on allait voir la dame qui possédait ce Cluedo pour résoudre des vraies histoires, comment dire, policières, avec des policiers comme dans cette histoire-là qui venaient voir cette dame pour résoudre des affaires, et puis le professeur violet, machin, etc., agissait comme un jeu de tarot, et qu'on s'aperçoit que finalement, comment dire, le crime qui a été fait est un vrai crime parce qu'on a les documents qui prouvent que c'est un vrai crime. Là, on déplace l'interrogation parce que l'interrogation du spectateur, elle n'est pas comment ça marche, c'est
est-ce que c'est vrai qu'en fait, la nana, elle savait? Et donc, là, on arrive dans le fantastique de l'histoire, du storytelling. Et c'est en ça qu'il vient équilibrer l'illusionnisme. En se disant, ouais, mais je sais pas, en fait. Donc, ça, c'est le deuxième. Et le troisième, pour revenir à mon sentiment de culpabilité, c'est celui qui va nous faire changer de perception sur le monde. Moi, Shellman me disait à l'époque, s'il y a la Vierge Marie qui apparaît en face de toi, ça va pas que changer le fait qu'il y a une apparition à un moment donné du temps. C'est que si elle apparaît là, c'est que ta perception du monde en entier, en fait, elle va changer complètement. Mmh. C'est-à-dire sur qu'est-ce que la réalité, est-ce qu'il existe un monde derrière, etc. Et donc, c'est la force du fantastique, ce que j'appelle moi de troisième ordre, qui est de dire, ben, si j'arrive, un peu comme The Game avec Michael Douglas, où en fait il fait un jeu et qui permet d'être salutaire pour lui à la fin, c'est-à-dire de régler son conflit qu'il avait avec le Mmh. monde, avec la mort de son père, etc. etc. Ben là, c'est un peu pareil. Et on peut arriver, alors ça, c'est difficile, c'est plus difficile à maîtriser, et puis ça n'arrive pas tout le temps, mais en tout cas de poser un problème social, un problème personnel, etc., dans lequel, ben tiens, comme un peu une morale qu'on pourrait avoir dans un conte de fées. Donc, tu vois, Mmh. il y a vraiment vraiment un terrain très intéressant à ce Ouais, niveau-là. Là, oui. on arrive vraiment dans l'art pour moi. Voilà. Mmh. Bah, alors, parce que du coup, que ce sont des grandes choses qui amènent à considérer la branche de l'illusionnisme comme un art, chose qui n'est pas innée pour elle, ou du moins qui ne va pas vers la vague qu'elle est en train d'emprunter en ce moment. J'ai pas l'impression, très franchement, que on est en train de faire de la magie un art. Et j'ai l'impression que, d'ailleurs, et c'est, je sais pas si c'est un problème ou pas, mais j'ai l'impression que la magie est considérée comme un art dans certains mouvements de dissidence. Je pense à Mhm. la magie nouvelle, je pense à la Ouais. magie bizarre, je pense à, tu vois, à des choses qui vont dans le contresens de la masse, et c'est dans ce croisement-là qu'on arrive à dire ah, il y a quelque chose d'artistique là. Ouais, complètement. Mais je pense que d'abord, il y a le collectif, c'est-à-dire qu'au niveau social, un magicien, c'est un amuseur de gosses. Donc, soyons cruels, hein, c'est devenu ça. Et pour une grosse partie, c'est un peu ça. Moi, je vois quand on fait des tournées ou des choses comme ça, où les gens se disent, voilà, c'est... Alors, culturellement, n'en parlons même pas. C'est-à-dire, on est saltimbanque, on n'est même pas reconnu comme le cirque peut l'être aujourd'hui. Mm. Après, je pense que finalement, on parlait de la magie bizarre. Alors, la magie nouvelle, pour moi, c'est un concept contemporain. C'est-à-dire que Ça l'est. certes, on dit qu'on dépoussière, mais en fait, on refait de la magie telle qu'elle, à une sauce un peu culturelle. Je suis un peu cruel quand je dis ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'y vois pas une nouvelle forme de magie. J'y vois une belle magie bien formée, bien mise en place, comme elle devrait être, tu vois, en aporie de justement de ce que tu dis qu'on vit actuellement. Euh, et je pense que d'un point de vue magie bizarre, c'est pareil. Pour moi, elle retrouve en fait les couleurs qu'elle devrait avoir, c'est-à-dire les lettres de noblesse qu'elle devrait avoir. Et là, on est dans l'histoire, on est dans cette rupture en fait de pattern. Que la magie nouvelle, on est encore dans un esprit beaucoup plus de théâtre. Donc le théâtre par lui-même, c'est là la différence entre le théâtre et le... C'est que le théâtre, en fait, c'est un espace dans lequel, c'est comme un livre, quand on ouvre un livre, la rupture d'incrédulité, la suspension d'incrédulité, on la fait naturellement. Mm. On va accepter ce qui se passe là. Le théâtre, c'est pareil, c'est un espace dans lequel tout ce qui va se passer là, on va l'accepter. La magie bizarre, et c'est là toute sa force et toute sa différence, c'est qu'elle arrive dans la réalité. Le fantastique, c'est quelque chose, ce que dit Todorov, chercher son nom, voilà, c'est quelque chose de surnaturel qui va arriver dans la réalité. Donc logiquement, c'est le et si c'était vrai, et si c'était possible, qui vient toucher. Et c'est-à-dire que là, on est vraiment sur une forme de surnaturel qui, à un moment donné, provoque cette hésitation et ce déséquilibre. Voilà. Après, je pense que la magie nouvelle est une forme de magie telle qu'elle devrait être faite sur scène, parce qu'aujourd'hui, avec tout, enfin, ce qu'elle propose, effectivement, est assez hallucinant. Et voilà, on le voit avec Piron, on le voit avec, je vais dire, les compagnies, etc., qu'on connaît bien. Mais, mais voilà,
Après, moi, c'est ce que je disais, j'ai toujours dit à Christian, parce qu'il dit oui, j'ai plus rien à voir avec les illusionnistes. Si, l'illusionnisme par lui-même est intéressant. Les illusions d'optique, c'est intéressant. Le petit tour qu'on fait à son voisin est intéressant. Ça a sa valeur là. Ça a une valeur là. Maintenant, quand on veut considérer peut-être d'aller plus loin, effectivement, on peut effectivement s'adonner à des magies, peut-être. Alors, je ne vais pas dire plus artistiques, parce qu'il y a une forme d'art technique, je veux dire, de l'illusionnisme, mais dès lors où on va essayer de rechercher vraiment la magie par elle-même, pour moi, on va passer par ces vecteurs-là. Voilà. On est d'accord et on l'a évoqué avant. Ça, ce sont les grandes théories qui sont assez difficilement applicables au domaine professionnel, événementiel, Mhm. corpo, bah, tout simplement parce qu'elles requièrent du temps et que pour être installées, je veux dire, pour qu'on puisse poser la frame, et la dynamique d'événementiel ne permet pas nécessairement. Oui, et puis il faut aider aux circonstances aussi. C'est-à-dire que quand tu vas faire les VIP, je sais pas moi, au Paris Saint-Germain, les gens sont pas là. Déjà, tu les déranges. Donc, si t'es pas efficace, c'est compliqué. Et puis, ils sont pas là pour avoir cette forme de rêve. C'est-à-dire que il faut aussi avoir l'envie de venir chercher le rêve. Et moi, c'est pareil pour la télépathie, même si à un moment donné, grâce à cette forme d'illusionnisme, on arrive à un vertige où les gens se disent, mais ça va tellement, c'est tellement fort que ça peut être que vrai. Donc là, on a une petite pointe qui va vers le fantastique, Mm. mais ça reste un exercice de style illusionniste qui, pour moi, est intéressant aussi, tu vois. Donc, c'est pour ça que il n'y a pas quelque chose qui est mieux ou moins bien. Je pense que ce qui est déjà intéressant dans un premier temps, c'est en fait de classifier un peu tout ça, de se dire, voilà, il y a des très bons illusionnistes qui restent des illusionnistes, où c'est troublant, où on apprécie la technique, on apprécie la mécanique. Mais après, moi, je pense qu'effectivement, au-delà de l'illusionnisme, il y a la forme de magie, qui pour Mm. moi, en fait, la magie, c'est trois axes, hein. C'est l'artiste, c'est l'histoire et donc et le fantastique, et l'illusionnisme. C'est ce que j'explique dans Fantastique. Pour moi, c'est les trois clés qui sont motrices, en tout cas, à ce niveau-là. Ton prochain livre qui arrive, qui n'est pas encore publié, mais qui va l'être. Ouais, ah bah, d'ici, alors normalement, je crois que la souscription devrait arriver en juin et qu'elle va donc pour une distribution en septembre. Bah oui, parce que c'est des manuels scolaires du collège, donc forcément, Bah alors, avec la rentrée. que vous sachiez, parce que nous sommes en différé, hein, Ouais, on tourne cette interview le 23 mai. J'ose espérer que je puisse commencer à poster tout cela en juin, ce qui signifie que nous sommes actuellement fin juin, au moment d'accord. où cette interview est diffusée. Donc, euh, on n'est pas si loin de la sortie de ce livre qui va donc parler de quoi? C'est le livre sur les USP, c'est ça? Oui, alors ça fait partie de la collection des systèmes. J'avais l'Arcane System au démarrage, donc où je proposais comment dire, un aspect technique qui s'appelle l'Arcane System. Mm. Et après, toutes les digressions, justement, qu'on vient de parler un peu de l'imaginaire avec des histoires, etc., qui sont mises donc en situation et qui ouvrent finalement un regard sur l'illusionnisme fantastique. Et ben là, en fait, je prends exactement la même démarche, mais là, on va parler de l'ESP système, donc un vaste débat. On va reprendre forcément les cartes ESP, mais bon, on va les reprendre dans leur jus parce que déjà, l'objet par lui-même invite à la magie, tel qu'on en vient d'en débattre. Et après, je vais par contre avoir des digressions. On va commencer à travailler en l'amenant tout doucement vers l'illusionnisme fantastique. On va se retrouver au temps de la guerre froide, on va se retrouver au temps de à Boleskine avec Jimmy Page en Écosse. On va se retrouver à Las Vegas avec un joueur fauché qui veut. Et en fait, on va se rendre compte qu'en utilisant le principe des cartes SP, eh bien, on peut arriver à justement à étayer des récits fantastiques qui sont de la tradition de l'illusionnisme fantastique. Alors, des premières approches comme ça, bah, forcément sur l'université de Duke, mais on va aller voir vraiment comment fonctionnait le professeur Rhine, etc., et tous ces étudiants, qui vont nous permettre d'avoir une structure un peu plus technique. Et après, on va basculer de l'autre côté du miroir, où on va effectivement avoir une dizaine de récits différents. Et toujours pédagogique dans le sens où, par exemple, j'ai tout un chapitre où, en fait, toutes les histoires, il y a quatre ou cinq histoires, et en fait, à chaque nouvelle histoire, on va reprendre la technique, on va l'améliorer, et on va prendre le récit et on va l'améliorer.
Donc, Mmh. on va avoir des routines complètement différentes pour avoir tout ce qui est le processus créatif, finalement, d'une routine. Et comme le livre était un peu gros, parce qu'en fait, ça va être le premier d'une trilogie, mais le premier était trop gros, alors il y aura son cahier d'exercice à côté, où là, on va pouvoir découvrir les historiques, par exemple, du principe Ramsey, etc. Et alors là, j'étais un peu gratté partout, faire un travail de fond entre Nick Frost, Howard Adams, Colombini qui avait déjà repris tout ça, et Mmh. Werner Miller, et Al Baker, et Roy Walton, etc. Pour voir un peu comment finalement tout ça s'est un peu mis en place techniquement, parce que c'est ce que je disais, techniquement, c'est toujours intéressant de comprendre un peu tout ça. Et après, ça va être propice à développer, ben voilà, encore une fois, l'illusionnisme fantastique à travers des petites routines ou de magie bizarre, ou même de valeurs d'illustration. On va même se retrouver à la Havane à un moment donné avec les mafieux de l'époque, avec Sinatra et compagnie, qui vont nous offrir voilà, des moments d'anthologie avec le SP système. Voilà. Ça s'adresse à qui? Parce que tu vois, quelqu'un comme moi, par exemple, je n'ai jamais fait de SP. Je l'ai vu dans les mains de plein de gens et mes amis magiciens, qui m'ont fait, des routines avec les cartes ESP et ça m'a Mmh. jamais encore, touché. J'ai pas encore été, happé par ce truc, de la carte ESP. Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée ou est-ce qu'il faut, hem, si tu me dis que c'est une bonne porte d'entrée, je te l'achète et je te dirai. Ah Est-ce bah, que je te dis que c'est une bonne porte d'entrée. d'accord. Non, c'est une bonne porte d'entrée, mais exactement. C'est-à-dire que c'est une porte d'entrée. Et si on s'arrête à l'ESP, bien, comme tous les bouquins, c'est-à-dire tous les bouquins qui sont sortis, on a des quantités, mais en fait, on regarde les deux premières, puis tout de suite, pourquoi on abandonne? Parce que finalement, on n'a pas cet intérêt de l'histoire, on n'a pas cet intérêt de... Et je vais dire, même si le premier, bah, puisque c'est sur les bases fondamentales, il y a un côté, bon, voilà, on reprend parce que ça va vraiment faire une anthologie, hein, avec les 3 livres plus leur cahier d'exercice, ça va faire une vraie anthologie là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est même le premier chapitre qui est sur les principes de première approche, qui sont dispensés par le professeur Swann du collège. Pour ceux qui ont collège, on va retrouver cette ambiance de collège. Et où au bout du premier chapitre, comment dire, le lecteur se dit, enfin, c'est-à-dire, parce que j'ai un protagoniste, c'est un roman aussi en même temps. Il se dit, oui, mais ça rime à quoi finalement de faire des tours de cartes ESP si c'est pour faire des cartes, mais à la sauce ESP. Donc, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de plus qui nous interpelle et qui nous interroge dans les cartes ESP sur sur justement. Et c'est tout l'enjeu du premier livre, c'est de se dire, ouais, en fait, si je m'arrête aux cartes ESP, je suis foutu. En fait, mais par contre, si je prends ça et que ça, je vais commencer à le décliner sur des routines, là, je vais commencer à avoir quelque chose d'intéressant. Et, Mmh. euh, et par exemple, sur le troisième chapitre, on parle beaucoup des principes Ramsey, etc. Tu parlais du commerce des boutiques. Tu regardes, il y a énormément de tours qui tombent là-dessus, où on utilise ce principe-là, où les gens se précipitent à tout acheter, alors que c'est intéressant dans le livre de se dire, ah ouais, en fait, ça fonctionne comme ça. Mmh. Et moi, demain, si je veux créer quelque chose en utilisant la même technique, ben, je peux le construire comme ça. Et puis après, une fois que j'ai bien compris la technique, c'est de se dire, tiens, bah, dans tel contexte d'histoire, ça peut être intéressant parce que je peux l'utiliser comme ça. Mmh. Et en fait, c'est ça la démarche de l'illusionnisme fantastique, c'est de se dire, voilà, j'ai mon tour d'illusionniste, j'ai moi en tant que personne avec mes affinités, ce que j'aime bien, et j'ai comment dire, j'ai l'histoire qui peut. Et là, par exemple, une histoire, comme je disais, qui arrive pendant la guerre froide, c'est en fait les Américains et les Russes qui vont se mettre d'accord sur l'heure de l'échange des deux espions au pont de Lindequeux et font appel à des médiums où on refait l'horloge et on retombe sur des effets comme Sidon Taquin, etc., de Howard Adams, qui sont des tours de cartes SP. Mmh. Et là, c'est une application qu'on dit directe, mais après, ça va être autre chose. On va changer les objets, ça va devenir des photos, etc. Voilà. Tu vois? Et c'est ça, en fait, ça, c'est la démarche de l'illusionnisme fantastique. Et à travers ces livres, à travers mes livres, en tout cas, c'est une forme de maïotique, c'est-à-dire au cours de la lecture, ça va déclencher des systèmes qui vont dire, ah bah ouais, bah tiens, je pourrais faire ça comme ça, ou ça m'inspire ça, etc. Et là, on va réémerveiller le magicien. Voilà. Et monsieur Salambier, ce livre qui va sortir sera publié où?
Alors, c'est une nouvelle maison d'édition qui s'appelle La Petite Boutique des Merveilles. Bah oui, parce que forcément, la merveille, alors ça peut être le cauchemar, ça peut être le rêve. Donc, c'est la boutique de l'illusionnisme fantastique par excellence, qui est une boutique, voilà, qui est ouverte, qui a une sorte d'immersif, un peu comme Collège l'été ou comme Fantastique l'été, c'est-à-dire, ou comme Harry Potter. Alors, j'ai pas la prétention d'Harry Potter, mais c'est que dedans, il y aura vraiment des cours, il y aura vraiment une bibliothèque, il y aura des objets sympas, des choses à retrouver dans l'illusionnisme classique, etc. Et puis, je voudrais surtout y poster beaucoup de choses. Je voudrais vraiment faire un espace de, enfin, ce sera un espace de transmission et d'enseignement vraiment vers la magie. C'est-à-dire, à chaque fois, la démarche est très pédagogique, comme elle l'est dans les livres, hein. Le collège était vraiment une ouverture vers le collège avec ses couloirs, ses salles de classe, ses professeurs. Là, on continue en fait à travers des collections. Il y aura la collection du système, il y aura la collection qui sera plus sur les musées, il y aura des ouvertures en tout cas complètement différentes. Et je voudrais que ce soit, en tout cas, moi je voudrais personnellement y trouver un espace d'échange aussi, comme j'ai les Facebook sur Collège, comme je l'ai sur Arcane. Parce qu'en fait, finalement, les systèmes sont intéressants parce que ça ouvre le champ de l'imaginaire. Et les gens, dès lors où ils vont se plonger dedans, ils vont se dire, ah bah tiens, moi, ça me donne envie de faire des choses. Et puis après, même les livres sont des immersifs, donc on peut les lire presque comme des romans. Oui. Moi, je me souviens de collège, c'était Georges Naudet qui refaisait les lectures. Il me disait, ah, à un moment donné, je voyais plus l'orthographe parce que j'étais happé par l'histoire. Bon, je dis que c'est bon signe, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut, voilà, c'est pas que des manuels standards où on a, voilà, alors l'effet, la mise en place, même si il y a ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça arrive dans un contexte. Là, on retourne dans le collège, on retrouve le professeur Swan avec ses interrogations, les interrogations du lecteur à travers les cartes SP, une découverte beaucoup du professeur Hein dans le sens où on va vraiment aller à Duke. J'ai vraiment lu les bouquins du professeur avec les vrais étudiants, etc. Et tout ça, ça va nous permettre bah, de regarder un peu, comme tu disais, ce côté un peu des fois chiant technique sur le palindrome, le cyclique, le machin et tout, mais que c'est tellement dans un contexte et dans un climat qu'en fait ça passe bien et ça permet de découvrir vraiment les bases fondamentales. Voilà. Mmh. C'est d'ailleurs l'avantage et je pense que c'est un bon conseil, d'apprentissage pour tous les gens qui regarderaient cette interview et qui sont peut-être débutants ou qui sont, à un niveau intermédiaire. C'est qu'on peut apprendre des techniques et c'est très important d'avoir une bonne technique pour que Tout à fait. l'illusion soit viable et qu'elle existe. Mais une fois que ces techniques sont apprises, il est extrêmement intéressant de se pencher plutôt que vers des tours, vers des concepts, vers des outils qui, une Mhm. fois qu'ils sont digérés, intégrés et descendus en mémoire de travail, vont vous permettre de développer des choses qui vous appartiendront à vous et surtout qui vont vous permettre d'être déclinables à différents endroits. Complètement, bah, tu as tout à fait résumé le. Et puis après, on se nourrit effectivement des outils extérieurs. Tu parlais du théâtre qui est ta branche aussi, et ben forcément, tu vas te nourrir de ça. Euh, Moi, tu vois, c'est par exemple, là, je faisais le CIPI il y a un an ou deux, et il y avait des gens qui me disaient, oui, mais l'histoire, est-ce qu'il faut l'écrire complètement ou pas, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes, qui vont être, enfin, qui sont en pleine écriture comme maintenant. Mais il y en a qui ont besoin, bah voilà, d'avoir le texte au point, à la ligne, etc. après. Moi, je trouve que mon fonctionnement, c'est plutôt d'avoir les moments d'articulation entre, et c'est-à-dire avoir même quelques mots, mais sur lesquels, en fait, je vais pouvoir, voilà, parce que au fur et à mesure du temps, on a peut-être une capacité d'improvisation qui est intéressante, etc. Mais tout ça, effectivement, tu vas prendre le système, tu vas le nourrir de tout ce qui est toi, et ce qui fait que même l'histoire que tu vas composer ben, va faire que la routine va devenir toi et Mmh. ton interprétation. Et là encore, une fois, c'est un peu ce que je dis dans le collège, c'est c'est comme les gosses, quoi. Un gosse qui est au milieu d'un champ de patates, si pour lui c'est un océan, hein, et tu pourras passer avec ta bêche et tout ce que tu veux. Et si c'est un pirate, c'est un pirate. Et je crois qu'en fait, en tout cas pédagogiquement, c'est ce que je veux essayer d'amener le magicien
à revenir dans cet état d'esprit, dans cet état de création, dans cet état d'émerveillement qui fait que, et se nourrir, et ben voilà, de cette technique, de techniques qu'il lui peut avoir, et puis voilà, de s'approprier lui-même, voilà, c'est cette forme de magie finalement. Créer sa propre magie. Finalement. Écoute, nous arrivons doucement à 1 heure. Yes. Déjà, j'aime clore ces interviews en posant quelques questions qui amènent des réponses plus courtes et qui fatalement sont des réponses un peu moins nuancées, mais je crois que c'est intéressant parce que c'est des choses avec lesquelles les gens qui regardent peuvent repartir, et Mhm. j'entends en dur, en concret. Euh, Si quelqu'un, mettons un jeune ou n'importe qui d'ailleurs, qui ne fait pas d'illusionnisme fantastique, vient te voir en te disant, je ne sais pas par où commencer. J'ai envie de m'y mettre, mais j'avoue que je ne sais pas par quel bout le prendre, c'est un peu impalpable. Vers quoi tu le diriges pour se plonger ou pour apprendre ça? Vers les livres, d'une part, et puis les livres de base, parce qu'en fait, les bases, c'est toujours la même chose. La base qu'on apprenne même les anneaux chinois ou les balles, c'est on n'apprend pas les anneaux chinois pour faire forcément les anneaux chinois plus tard. On les apprend pour avoir les temps forts, les temps faibles, les lignes de conduite, où est-ce que je vais travailler, etc. Donc pour moi, c'est ça ce que j'appelle la base, la misdirection, les temps forts, les temps faibles, etc. Et ça, en fait, on va le découvrir en travaillant les classiques et les bases. Et le livre, pourquoi le livre, bouffer des livres? Bah parce qu'en fait, c'est un espace de co-création. En fait, quand on lit un auteur, en fait, quand on lit un livre, on co-écrit un livre. C'est-à-dire qu'on se met déjà en mouvement à travers en fait le mouvement de la lecture, à travers les vides qui y sont. Comme quand on regarde un film, on dit ah ben j'ai préféré le bouquin, oui parce qu'en fait on a co-écrit le Mm. livre, donc on y a mis notre propre imaginaire et on sera jamais meilleur que l'imaginaire qu'on puisse nous y mettre. Voilà. Donc les livres pour moi sont et les livres anciens. Après, Tu- sur les bases, effectivement, que ce soit Close-up par Vernon, etc. Là, il y a une énorme littérature possible. Scène, Close-up, Mm. une éponge, en tout cas. Peut-être un ou deux livres, comme ça moi je vais partager les miens aussi, ceux dont on a parlé avant de commencer l'interview. Peut-être un ou deux livres qui permettraient à nos auditeurs de cultiver leur imaginaire, qui sont hors magie. Mhm. Ah bah les livres de Shellman, forcément, pour moi c'est des sources sûres. Capricornian Tales, je vais dire jusqu'au Fabula Hermeticum, entre deux légendes urbaines, qui est pour moi peut-être le meilleur avec Compendium Sortilèges Jeunisses. Voilà. Pour moi, c'est les deux, vraiment, légendes urbaines et le Compendium Sortilèges Jeunisses qui sont vraiment, pour moi, du grand Shellman à son apogée. Après, vraiment, si on veut commencer par l'illusionnisme fantastique, je recommanderais Fantastique parce que vraiment, ça explique la démarche que j'ai eue à travers justement ma rencontre avec Christian Donc de et toi, Collège, qui est une démarche plus aussi. En fait, Fantastique est le livre de l'apprenti, donc c'est vraiment l'initiation. Collège, c'est le livre du compagnon. C'est-à-dire là, on va bouffer de la technique, on va travailler sur le binaire, on va travailler sur plein de formes de comme ça, et on va commencer à rentrer des petites articulations d'histoire et de mise en sauce, on va dire, d'illustration. hmm, Pour moi, c'est des livres qui sont intéressants. Sinon, après, techniquement, les livres, bah, moi, j'aime beaucoup, j'ai toujours eu des livres comme ceux de Bannon qui sont excellents, les premiers, hein, je parle des premiers, je parle pas de ce qu'il fait maintenant, qui est plus axé sur les tours automatiques, mais Impossibilia, Smoke and Mirrors, tous les LL Publishing, pour vraiment aussi développer cette imagination, c'est de retrouver certains bouquins de chez Jean-Pierre Hornecker qui avait une écriture tout à fait extraordinaire, en tout cas au niveau rhétorique, et en fait qui faisait rêver. Moi, je lui dis toujours, on attendait nos petits bouts, c'est-à-dire nos petits bouts voilà, avec les nouveautés, etc., qui étaient déjà une appréhension du rêve. Moi, comment dire, les infos, les Mephisto infos, les sélectogrammes, les Magix, les carrés Magix, tout ça nous faisait rêver. Et c'est là où, pour vraiment répondre à ta question, on se remettait à rêver. On se remettait à rêver même techniquement en se disant, tiens, comment ça peut marcher? Est-ce que c'est vraiment ça, etc. Et je pense que Jean-Pierre était le meilleur dans l'écriture. Selectogramme aussi était pas mal. Joss, enfin, c'était surtout Marc Decoux, etc., qui a écrivé derrière. Mais
parce que c'est finalement une inspiration vers l'illusionnisme et la magie. Hmm. Pour moi, tu vois, ça fait déjà un beau panel. Et hors magie? Ouais, alors là, hein, moi, si je parle encore d'illusionnisme fantastique, parce qu'on est plus là-dessus, d'abord tous les livres fantastiques, Poe, enfin les grands classiques et même français, enfin, c'est tellement large. Et puis après, les Américains, et Stephen King, les Masterton, parce qu'ils ont des articulations d'histoire qui sont intéressantes au-delà de la magie. Et puis l'espace vide de Peter Brooks, on en parlait tout à l'heure, Todorov sur le fantastique, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la réalité de Paul Wazdavitch, enfin ça c'est des incontournables chez Shelban, hein, ça c'est les livres à lire. Mais et puis le comment dire le guide du scénariste. Alors là en plus sur les scénarios il y a beaucoup parce que c'est intéressant. De Campbell aussi qui est intéressant, etc. Il y a beaucoup, mais je pense qu'on se nourrit aussi à il faut nourrir sa curiosité sur plein de choses. Euh, la littérature en général, et puis moi, beaucoup les films aussi. Les films, je dévore énormément, énormément de films. Fantastiques, même comédie, moins de comédie, mais en tout cas dramatiques, etc. Les thrillers, les policiers, etc. Qui nourrissent finalement aussi notre imaginaire et qui nourrissent aussi notre magie et nos stratagèmes aussi en termes de policiers ou de thrillers, des fois qui nourrissent des techniques d'arnaque, je veux dire, voilà, qui sont intéressants. Voilà. Je vais vous partager, moi aussi, deux ou trois livres qui, je crois, sont intéressants à différents endroits et à différentes échelles pour cultiver des choses. Je vais vous en partager cinq très rapidement. Le premier, parce qu'une fois n'est pas coutume, j'aimerais vous recommander une BD, qui est une BD manga, en fait, hein, qui est un manga, qui s'appelle donc Quartier lointain de Jiro Taniguchi, qui est une merveille absolue, qui est un des plus grands mangaka qui existent, hein, de moins de renommée. Ça, c'est vraiment merveilleux, allez voir. C'est une histoire qui est poignante. Dans un autre genre, on en parlait avec Antoine avant de commencer l'interview, les éditions du Chêne ont repris l'ensemble de l'œuvre de Gustave Doré et donc de ses dessins et qu'il a écrit pour les contes, enfin qu'il a dessiné pour des contes, pour des illustrations. C'est merveilleux, on apprend un tas de choses à l'intérieur de ce truc-là. De manière générale, pour la magie, les éditions Taschen en parlent Mm. formidablement bien. Là, j'ai l'édition de la sorcellerie de Taschen, mais il y a une trilogie de l'ésotérisme chez Taschen où il parle également de tarot et de magie des plantes. Et deux livres pour terminer. Jack London, Martin Eden, Forcément. vous ne pouvez pas finir votre vie sans lire ce livre. C'est une merveille absolue. Et dans un autre registre très dur, Anima de Wajdi Mouawad, qui est extrêmement corsé, extrêmement costaud, mais qui nourrit un nombre de choses incroyables. Voilà. Et moi, j'invite aussi à aller voir Alan Moore, qui est mon nouveau maître à penser en termes de magie. Vous le connaissez parce qu'il a fait From Hell, V comme Vendetta, donc scénariste de BD et de comics, surtout à la base, mais qui, à l'âge de 40 ans, a décidé d'être magicien alors qu'il était complètement bourré avec ses potes la veille et il a dit le lendemain, si je ne fais pas, si je suis pas magicien, alors ils vont se foutre de ma gueule. Et donc, il a décidé d'être magicien. Et il se dit magicien, mais il est musicien en même temps, il est scénariste, il est dessinateur, un anglais complètement pété. Et puis mon écrivain avec qui j'ai bossé beaucoup aussi, qui s'appelle Pierre Dubois, donc plutôt sur la féerie, et donc les encyclopédies delphicologie, qui sont intéressants aussi à aller gratter un peu à ces frontières à ces frontières fantastiques. Voilà, je vous invite à aller voir ça. Bien. Eh bien, je crois que on a fait un beau tour d'horizon d'une manière de penser et d'un univers. Donc, je propose qu'on mette un terme à cette interview ici. Si tu as une dernière chose à ajouter ou quelque chose que tu veux dire pour clore, eh ben, je t'invite à le faire. C'est le moment et je terminerai cette interview derrière. Bah, j'invite tout le monde à prendre le train, hein, au quai 9 3 quarts, en tout cas à destination de l'autre côté du miroir, comme dirait la petite Alice.
Et parce que en fait, c'est là, je pense qu'on cherche tous une forme de magie, et c'est ça qui nous a amené en tout cas à l'illusionnisme. Alors, n'hésitez pas à aller faire un petit tour à la petite boutique des merveilles quand elle sera ouverte. En tout cas, j'espère que vous y trouverez votre place. Et puis, voilà, regardez un peu si les prochains manuels du professeur Swan sont là et je suis sûr qu'ils vous plairont. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Pour vous et nous, eh ben, c'est très simple. Si vous avez cliqué sur cette vidéo en voyant le nom d'Antoine Salambier, mais que vous ne savez pas qui je suis, moi, et que vous avez apprécié ce qui se passe sur cette chaîne, je m'appelle Quentin Métellier, je suis magicien et mentaliste professionnel. J'exerce dans le domaine de l'événementiel comme tout le monde, et j'essaie de faire cette série d'interviews pour faire avancer le schmilblick, parce que je pense que c'est intéressant, important et constructif de le faire. C'est complètement désintéressé. Et c'est vraiment juste pour vous et je vous le donne et ça me fait plaisir. Et puis moi, ça me fait rencontrer des gens que j'aime beaucoup et dont j'apprécie le travail. Euh, Merci à toi, en tout cas. Je remercie pour tout le monde. Comme c'est le cas à chaque fois, eh ben, je vous dis qui sera l'invité de la semaine prochaine et je le sais déjà puisque je le tourne dans 2 heures. Euh, il s'agira de Bruno Copin dans un style tout à fait différent, quelque chose vraiment à l'opposé, mais ça va être extrêmement intéressant aussi. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne YouTube, à venir sur mon Instagram. Vous trouverez également l'ensemble des liens d'Antoine dans la description. Si vous avez des questions à poser à Antoine, eh ben, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires vos petites questions. Antoine pourra aller faire un tour quand la vidéo sortira pour répondre à tout le monde. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée. Merci Antoine pour ta patience, ta bienveillance Merci à toi. et tout ce que tu fais pour nous. Je te souhaite une excellente soirée et je te dis à très vite. À très bientôt.